C'est un plaisir de vous retrouver dans ce journal du 25 février. Tout de suite, le sommaire. La concertation politique qui s'est achevée il y a quelques jours a adopté des résolutions qui semblent ne pas ouvrir les portes à la jeunesse. Vous regarderez l'analyse avec Alexandre Mbaondo. Une nouvelle entité pour barrer la route aux maladies rénales est sur pied à Libreville. Les objectifs de cette structure ont été présentés au ministre Guy-Patrick Obiandon. L'affaire Martinez continue d'alimenter les conversations. L'enquête se poursuit et on en sait un peu plus. Notre correspondant au Cameroun, Joël Sidney Wande, nous fera le point dans ce journal. Avant la fin de ce journal, nous serons en ligne avec Moussa Ramdé pour parler de l'ouverture du FESPACO 2023. Bienvenue à toutes et à tous. En ouverture de cette édition d'information, l'arrivée du président français Emmanuel Macron au Gabon dans le cadre du One Forest Summit suscite des réactions diverses de la part de nombreux Librevillois. Écoutons leur avis au micro de Jack Dougassa et Leslie Nanaka. Ça fait combien d'années que les présidents français ne sont plus jamais arrivés au Gabon? Bon, on se dit qu'il ne vient pas pour ça, il vient pour autre chose. Son arrivée n'est pas pour ça, mais c'est pour autre chose. Vu que les élections sont en vue et qu'il y a d'autres choses qui vont se dire derrière, qui sait? Qu'est-ce que ça à y voir? Ou c'est officieusement ou officiellement qui vient pour ça? Puisque nous avons des parcs. Nous avons combien de parcs au Gabon? Nous avons 13 parcs, voilà. Donc du coup, je ne sais pas pourquoi il vient, puisque nous préservons notre faune et tout. Nous allons dire que c'est une bonne chose vu l'état avancé du dégradement du réchauffement climatique. C'est une bonne chose qu'aujourd'hui il arrive ici, mais dans le fond, il arrive pourquoi? Nous avons 13 parcs nationaux, nous avons 11% de notre territoire que nous avons donné pour préserver justement la faune, la forêt et tout le reste, oui. Mais nous, on n'est pas développés, nous les Africains. Aujourd'hui, c'est l'Afrique centrale, en partie le bassin du Gabon qui est le poumon gauche et l'Amazonie le poumon droit. Mais nous, on fait quoi? On gagne quoi dessus? On permet à tout le monde de vivre. On gagne quoi dessus? C'est bien que le président Macron arrive chez nous. Oui, c'est bien qu'il vienne voir comment on fait des efforts pour préserver la faune, pour préserver la biodiversité chez nous. Mais au fond, on gagne quoi nous les Gabonais? On gagne quoi nous les Africains? Est-ce que ce n'est pas encore un autre sommet pour venir nous mettre un peu de baume sur le corps et après... voilà quoi. Moi de façon personnelle, c'est une visite qui ne m'enchante pas trop parce que moi je vois pas trop l'importance d'un Macron au Gabon, surtout en cette période où quand on voit un peu l'actualité en Afrique de l'Ouest, comment les choses bougent là-bas, moi je trouve ça un peu curieux. Bon, de façon générale, je dirais que moi je suis contre cette arrivée de Macron au Gabon. En tant que Bantou, je vais souhaiter à notre hôte la bienvenue et en tant que Bantou également, j'aimerais qu'il entende de manière plus profonde les mots que l'Afrique lui soumet d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, nos deux pays sont liés, mais nous attendons avec force la reconnaissance de certaines choses qui permettra donc à tous les cœurs de se poser littéralement. Donc nous observons notre petit frère en lui souhaitant une bonne venue, donc une bonne arrivée. Le ministre de la Santé et des Affaires sociales a reçu en audience le bureau directeur de la Société gabonaise de néphrologie. La présentation de cette nouvelle entreprise et des échanges autour des maladies rénales ont constitué les principaux objectifs de cette rencontre. Le point avec Jessica Ondjoa. Les représentants de la Société gabonaise de néphrologie, mise sur pied en cette nouvelle année, ont présenté au patron de la santé dans notre pays les objectifs qui sont, entre autres, renforcer les structures sanitaires de Libreville. Des échanges qui semblent satisfaisants pour les deux parties. Moi, M. le ministre a donné toutes les assurances pour nous accompagner dans cette mission. Il nous a également prodigué des conseils. Donc nous comptons bien sur lui pour faire un plaidoyer au niveau institutionnel, au niveau gouvernemental, pour nous accompagner et nous soutenir dans ces débats. Nous sommes une organisation savante
et que nous voulons être un partenaire de proposition pour les autorités ministérielles, notamment le ministère de la Santé, mais nous voulons également être une force d'encadrement pour les centres qui prennent en charge les malades insuffisants rénaux au Gabon. Face au patron de la santé, le responsable de la dite structure est revenu sur les enjeux du partenariat. L'élaboration du travail en vue de promouvoir la néphrologie était également inscrit à l'ordre du jour. Nous voulons faire la promotion de notre discipline qui n'est pas très connue du grand public. Et c'est ce qui explique ce qu'on voit au quotidien, les patients qui ne savent pas grand-chose des maladies de rein, notamment comment faire pour prévenir ces maladies. Et donc c'était un peu le message fort qu'on voulait porter au ministre. Porté sous les fonds baptismaux le 10 février 2023, la Société gabonaise de néphrologie s'inscrit dans sa première visite, en prélude à la Journée mondiale du rein, célébrée le 9 mars prochain. Une occasion d'informer, de sensibiliser et de dépister la population en grand nombre. Fin à Libreville les travaux de la concertation politique au palais de bord de mer. Au sorti de cette rencontre, certains leaders d'opinion ont tenu à réagir à la suite des conclusions adoptées dans le rapport final. Jessica Ondjoa nous fait le point. Débutée depuis le 13 février, la concertation politique a pris fin ce 23 du même mois. Certaines formations politiques n'ayant pas été associées à la concertation se sont prononcées sur les questions débattues pendant les discussions. Il faut commencer par remercier le président de la République qui a eu l'initiative de cette convocation et qui a su délimiter le champ d'examen qui concernait cette concertation. Parce que s'il avait laissé faire, chacun aurait mis de son idée ou de sa perspective. Mais les choses ont été circonscrites pour que la concertation ne concerne que le volet électoral, notamment le code électoral. Et les conclusions auxquelles les uns et les autres ont abouti dans un temps relativement court prouvent effectivement que tout le monde s'est consacré à l'essentiel. L'essentiel était de réexaminer dans le cadre du code électoral les éléments heurtants. À la recherche d'une élection transparente et au lendemain apaisé, les participants à cette rencontre ont opté pour une élection à un tour, une décision diversement appréciée. Beaucoup de gens ont estimé que c'était un recul de la démocratie. Je crois qu'il faut s'en tenir à l'essentiel. Vous savez, l'essentiel, c'est de regarder le processus ou les séquences électorales dans notre pays. On reste toujours dans une dynamique où une élection conditionne une autre. L'élection de tours n'était pas, à mon humble avis, quelque chose qui garantissait la transparence électorale. On est à chercher les mécanismes de transparence. On n'est pas à chercher les formulations les plus complexes d'une élection. On avait déjà arrêté l'élection à 2 tours en 2018 lors du dialogue d'Agonje. Nous n'avons même pas encore expérimenté ce qu'on avait arrêté à Agonje. On commence à remettre cela en cause. Le seul vainqueur, le seul gagnant de cette concertation, c'est le camp de la conservation du pouvoir. C'est Ali Bongo. Je ne dirais même pas Ali Bongo, c'est l'entourage d'Ali Bongo. Parce qu'ils ne rendent aucun service ni au président de la République, ni au Parti démocratique gabonais. Parce que l'opposition d'aujourd'hui, c'est la majorité de demain. La majorité d'aujourd'hui, c'est l'opposition de demain. Cette concertation a été véritablement un pont aux ânes. Parce que la question principale qui faisait l'objet de cette convocation, de cette concertation, n'a pas été évoquée. C'est-à-dire que la transparence électorale. Si certains leaders n'ont pas pris en compte cette concertation politique, le rendez-vous a été néanmoins respecté par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Les assises politiques qui se sont tenues 10 jours durant avaient pour vocation d'apporter des solutions aux problèmes qui minent la politique gabonaise. Seulement, lors des résolutions, la jeunesse n'a pas été prise en considération malgré son importance en matière électorale au Gabon. Alexandre Mbando nous en dit plus. Au moment où la classe politique gabonaise sort de la concertation nationale, une question s'impose. La jeunesse gabonaise a-t-elle été prise en considération? Si parmi les conclusions de la dite rencontre, il ressort que l'éligibilité pour le président passe
de 18 à 30 ans et que l'éligibilité des sénateurs de 40 à 35 ans, on est en droit de se demander quel autre point a été évoqué pour l'intérêt de la jeunesse politique gabonaise. Représentant 70% de la population gabonaise, la jeunesse est particulièrement significative en matière de vote dans le Gabon. Pourtant, la jeunesse, lors de cette messe politique, était en retrait, notamment en termes de décisions électorales. Leurs points de vue se sont vus banalisés et foulés aux pieds par les responsables des mouvements politiques qui bravent l'argument de l'expérience et de l'âge. Il n'est donc pas étonnant que cette jeunesse se désintéresse de la gestion de la cité. Pourtant, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, la jeunesse ne manque pas d'être au centre des discours publics. Elle est considérée, je cite, comme le fer de lance de la nation, la garantie la plus sûre pour l'avenir au présent. Fin de citation. Ne pas tenir compte de la jeunesse a été une fois de plus une erreur pour la classe politique gabonaise. Cette concertation politique aurait pu être une occasion en or de réconcilier la jeunesse et la politique. Comme le disait un grand penseur, il n'y a pas plus grande injustice que celle d'être rendue inutile. Ceci pour dire que dans un pays dont la démocratie est en construction comme le Gabon, il est inconcevable de parler d'un approfondissement du processus démocratique sans que la participation de toutes les catégories de la société ne soit effective et croissante. Toujours en politique, l'Union nationale initiale a tenu ce samedi un point de presse, occasion pour ce parti de l'opposition gabonaise de saluer les avancées politiques obtenues au cours de la concertation politique. Non, sans évoquer la question des prisonniers politiques. Alexandre Mbaondo. Si d'une certaine manière une frange de l'opinion nationale remet en question les résolutions de la concertation politique nationale, ce n'est pas le cas de l'Union nationale initiale de Paul-Marie Ngonjo. C'est du moins ce qui ressort du point de presse tenu par ce parti de l'opposition. Pour celui-ci, la concertation politique qui s'est tenue 10 jours durant est satisfaisante. UNI se réjouit des avancées faites au cours de la concertation, notamment 1. L'alignement des mandats pour donner plus de cohérence dans les mandats du pouvoir exécutif et celui du pouvoir législatif pour commencer et terminer ensemble. De même que ces alignements évitera à notre pays d'organiser des élections tous les 18 à 24 mois. Il constituera un gain de temps et d'argent pour permettre au pays de se mettre résolument au travail sans les entraves politiques, de campagne et de tensions électorales. 2. Le consensus obtenu entre les deux camps politiques sur la désignation des membres des bureaux des conseils locaux. Celle-ci se fera désormais proportionnellement de manière à refléter la configuration politique du Conseil. Dans l'optique de ramener la cohésion au sein de l'arène politique gabonaise, l'UNI envisage œuvrer non seulement pour la sortie de prison de certains compatriotes, mais aussi pour le retour d'exil des acteurs politiques. Enfin, l'UNI s'impliquera pleinement pour que le retour de nos compatriotes qui sont réfugiés à l'étranger pour leur sécurité soit rendu possible dans le cadre du comité de suivi. Il en sera de même pour les autres compatriotes, leaders politiques et religieux injustement incarcérés pour des raisons d'opinion. Il faut dire que l'Union nationale initiale est à pied d'œuvre depuis le lancement officiel de ses activités pour jouer un rôle prépondérant lors des prochaines échéances politiques. Le président du Front patriotique gabonais était face à la presse ce samedi. Dans sa déclaration, Gérard Ella Nguema a, selon lui, rétabli la vérité sur plusieurs points, notamment sa non-participation à la concertation. Écoutons cet extrait au micro de Chimène Nindon. Le Front patriotique gabonais et moi-même avions refusé de prendre part à la fausse concertation initiée par le président Ali Bongo Ondimba parce que d'avance, nous la sentions orientée vers des objectifs égoïstes, personnels et sans intérêt. Et comme je ne suis pas néophyte en politique, je sais
Et j'en suis convaincu que lorsqu'un bongo vous appelle, ne baissez jamais la tête. Regardez, fixez un bongo dans les yeux, parce que dans le fond, il a autre chose derrière la nuque. Et ça, c'est justifié. Toutes les concertations, toutes les rencontres, la dernière en date, l'avant-dernière en date, la rencontre d'Angonje, qu'avons-nous fait de toutes les recommandations? Et pourtant, tout a été dit là-dedans. Et qui l'a convoqué? C'est toujours le même Ali Bongo. Mais de qui se moque-t-on? Nous ne sommes pas des gamins. On ne croit pas que nous faisons dans la gaminerie. La concertation appelée par le président de la République visait deux objectifs. Montrer au président français qui arrive dans quelques jours chez nous qu'il maîtrise la situation malgré son affaiblissement par la maladie et réduire les efforts physiques d'Ali Bongo à la prochaine bataille électorale. Nous y voilà. La concertation qui vient de s'achever n'a rien d'accoucher de bon. Loin des réformes essentielles du code électoral. Pire, elle détruit par contre les acquis démocratiques que nous avons obtenus lors du dialogue d'Angonje. Les élections présidentielles et législatives qui étaient revenues à 2 tours ont été rétrogradées à un seul tour, comme au temps du monopartisme. Une réforme unique et rétrograde, un acte violent aux conséquences lourdes. Une réforme intitulée personnelle, parce que cette réforme a été faite uniquement pour la personne de M. Ali Bongo Ondimba. Comment un pays va fonctionner avec des lois personnelles? Et on voudrait que tout le monde s'engouffre dans cette démarche. À présent, hors de nos frontières, le président Ali Bongo Ondimba est attendu ce samedi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans le cadre de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CAC. Au cours de ces travaux, le président Ali Bongo prendra officiellement à nouveau les rênes de l'institution. Un nouveau mandat qui se situe sur 3 plans. La presse présidentielle. Le Gabon prend à nouveau les rênes de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la présidence de l'institution régionale, la mission du numéro 1 gabonais se positionne sur 3 échelons, continental, régional et national. Le premier niveau d'appréciation de ce mandat, c'est le niveau continental. Le deuxième niveau, c'est le niveau régional. Le chef de l'État va prendre la présidence de la CEAC en trouvant dans son agenda plusieurs chantiers. Vous savez que la CEAC, c'est la communauté économique régionale pour le compte de l'Afrique centrale, aux côtés des 7 autres communautés économiques régionales qui sont situées dans le cadre de l'Union africaine. Et comme pour toutes les autres CER, la CEAC a des défis énormes. L'un de ces défis, c'est la gouvernance financière, la question de paix et de sécurité, la réforme institutionnelle, l'harmonisation des politiques. Et tous ces chantiers, bien entendu, sont à l'agenda de la CEAC. Donc le chef de l'État vient prendre le mandat de la CEAC à un moment où on attend vraiment une impulsion forte. Et cette impulsion, souvenez-vous-en, lors du dernier mandat du chef de l'État à la CEAC, a permis de montrer comment le chef de l'État, par son leadership, a pu faire aboutir le processus de réforme institutionnelle. Ce 25 février, devant ses homologues de l'espace communautaire, le chef de l'État relèvera le défi de cette nouvelle marque de confiance placée en sa personne pour son dynamisme et son leadership dans la zone Afrique centrale, mais aussi pour sa politique de développement à l'échelle nationale. Comme il l'a fait au niveau continental et au niveau régional, ce mandat du chef de l'État traduit que le chef de l'État est un homme de challenge, un homme de défi, un homme de la consolidation des acquis pour des ambitions plus fortes pour le Gabon, pour la région et pour le continent. Je crois que donc il faut lire ce mandat à la lumière de ces 3 niveaux. Au cours de ce nouveau challenge, le Gabon travaillera sur les questions de gouvernance financière, sur les points relatifs à la paix et à la sécurité dans l'espace communautaire, à l'harmonisation des politiques et à plusieurs autres défis de l'heure créés en 1983 à la CAC et l'une des 5 zones de développement sur lesquelles l'Union africaine entend bâtir la coopération et l'intégration continentale. Cette fois-ci au Cameroun, on en sait un peu plus dans l'affaire Martinez-Zogo. Le journaliste camerounais assassiné et dont le corps sans vie a été retrouvé le 17 janvier dernier. Un mois après, à quel niveau se trouve la dite enquête?
On fait le point avec Joël Sidney Wende, notre correspondant au Cameroun, joint cet après-midi par Roland Djakou. Le mutisme dans lequel s'est plongé le gouvernement camerounais concernant les communications relatives à l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo est au cœur des débats au Cameroun et attire les regards de la communauté internationale qui demande justice pour Martinez Zogo. On rappelle, c'est le 17 janvier dernier que le corps sans vie de Martinez Zogo a été retrouvé dans la localité de Bogo 3 dans un état de putréfaction avancée. 3 jours plus tard, le président de la République a instruit au travers d'un acte signé du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, la mise sur pied d'une commission d'enquête mixte police-gendarmerie afin que lumière soit faite sur ce crime et que les commanditaires soient poursuivis et arrêtés selon la loi camerounaise. La dite commission a donc procédé aux arrestations, auditions et perquisitions dans les domiciles des principaux suspects appréhendés. Lesquels suspects sont entre autres le président directeur général du groupe des médias L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, son directeur de médias, le journaliste Bruno Bidian, le responsable de sa sécurité et par ailleurs beau-père, le colonel à la retraite Toundi Soué, le directeur des opérations de la DGRE, le lieutenant-colonel Justin Danoué et le directeur de la DGRE, le commissaire divisionnaire Maxime Eko. Après une série d'auditions et de confrontations menées dans le cadre de l'enquête administrative au secrétariat d'État à la Défense, les principaux suspects ont été conduits devant le commissaire du gouvernement qui, après les avoir entendus, les a renvoyés au secrétariat d'État à la Défense pour complément d'enquête avec un délai de 10 jours. Ce complément d'enquête a donc donné lieu à la découverte du téléphone portable du principal suspect Jean-Pierre Amougou Belinga qui avait été dissimulé durant tout le processus de l'enquête. Nous restons au Cameroun. Le coût de vie a atteint une augmentation vertigineuse, les prix doublant le seuil de tolérance en zone CEMAC. Une situation inquiétante pour la population. Ralph Nyongo. Selon les données de l'Institut national de la statistique, le taux d'inflation au Cameroun est à 6,3%, doublant le seuil de tolérance de 3% admis dans la zone CEMAC. À en croire la même source, ce niveau général des prix est soutenu en grande partie par l'accroissement de 12,9% des prix des produits alimentaires et de 6,3% des prix de services, de restaurants et hôtels. Parmi les produits alimentaires mis à l'index par l'Institut national de la statistique, 5 affichent des augmentations de prix dépassant 10%. La hausse la plus importante est observée sur les huiles et graisses, dont les prix ont cru de 27% au cours de l'année 2022, en raison de l'augmentation de 5 000 francs sur le prix du sac de farine en début d'année et des difficultés d'approvisionnement en blé depuis la Russie, premier fournisseur du pays du fait du conflit avec l'Ukraine. Les prix des pains et céréales ont quant à eux cru de 16,3% dans le pays en 2022. Le top 5 des produits ayant contribué à booster l'inflation est complété par les poissons et fruits de mer, 14,4% que le pays importe massivement. Les viandes, 12,2%, ainsi que des produits tels que le lait, le fromage et les œufs, 10,7%. Tout est cher. Des choses que tu pouvais par exemple acheter moins cher avant ont augmenté 3 fois plus aujourd'hui. Il y a une grosse augmentation du savon, du riz, de tout, explique Pong Nadine, ménagère chez un particulier à Yaoundé. Pour Ousseni Jibril, chef de famille, le sac de mil qui était vendu au nord à 10 000 ou 15 000 francs est désormais à 22 000 et même 25 000 francs. On va nourrir les enfants comment ? S'interroge-t-il. Pour le bien de tous, il est impératif que le gouvernement camerounais trouve des solutions pour sortir de cette crise. Comme nous le disions à l'entame de cette édition d'information, nous sommes en direct avec notre correspondant Moussa Ramdé depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Alors Moussa, le FESPACO édition 2023 s'ouvre ce samedi. Est-ce qu'on peut dire que cette 21e édition est sous bonne escorte sécuritaire ? La capitale burkinabé vit déjà au rythme du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. La cérémonie d'ouverture se déroule actuellement même au Palais des Sports de Ouaga 2000. Les différentes délégations des 35 pays attendus sont déjà sur place selon le comité d'organisation. Les salles de ciné qui devront accueillir la projection des différents films en compétition sont également prêtes. Il faut dire que sur le siège du FESPACO, on a également l'ambiance qui prévaut actuellement
est très agréable. Donc pour dire que la question sécuritaire également qui est très importante dans cette édition a été beaucoup prise au sérieux, puisque vous avez dans les différents coins de la ville de Ouagadougou les forces de défense et de sécurité qui circulent pour assurer la sécurité des festivaliers. Pour dire que la sous-région qui vit une question sécuritaire très importante cette année, cela a été d'ailleurs motivé par le choix du thème de cette 28e édition qui est Cinéma d'Afrique et culture de la paix. Et beaucoup d'ailleurs pensent qu'une réflexion autour de ces différentes thématiques pourront être une source de solutions proposées par le cinéma pour lutter contre le terrorisme. Pourquoi les organisateurs ont choisi le Mali comme pays invité d'honneur? Mali, c'est un pays très riche sur le plan culturel, mais aussi sur le plan cinématographique, parce que le Mali est l'un des pays de la sous-région qui a eu l'opportunité de remporter 3 étalons d'or. Donc le choix du Mali se justifie beaucoup sur le plan culturel et cinématographique. Mais au-delà de ces choix culturels et cinématographiques, on peut noter qu'il y a aussi une récupération politique sur le plan diplomatique qui lie le Mali et le Burkina Faso. Vous savez bien que les autorités burkinabées et maliennes, disons, entretiennent de bonnes relations dans ces derniers temps. D'ailleurs, vous avez assisté hier au Conseil des ministres conjoint entre le Mali et le Burkina Faso. Donc, pour dire que le Mali, pays invité d'honneur, est le bienvenu d'ailleurs dans cette 28e édition du Festival panafricain et du cinéma de la capitale burkinabé, Ouagadougou. Merci Moussa Hamdé. Nous rappelons que vous êtes le correspondant permanent de TV+ Afrique au Burkina Faso. Merci pour toutes ces précisions. Cette fois-ci au Soudan, un artiste mosaïste fait revivre les moments historiques du pays à travers ses œuvres et ambitionne à inscrire cet art dans la mémoire collective du peuple gabonais. Modeste Bazangoy. À Khartoum, l'artiste soudanais Abou Bakr Al-Sherif travaille dans son atelier. Le mosaïste espère faire connaître son art en créant des œuvres représentant des personnalités. L'idée de l'œuvre, c'est la participation des gens et des révolutionnaires en même temps. J'étais intéressé par la diffusion de l'art de la mosaïque à une plus grande échelle. C'est pour cette raison que j'ai créé l'œuvre d'art du leadership. Mais malheureusement, elle a été détruite lors de la répression criminelle du CTI. Son activité fait revivre des événements marquants de l'histoire du Soudan, comme les manifestations de 2019 contre le président déchu, Omar El-Béchir. Les gens ont commencé à comprendre progressivement l'art de la mosaïque grâce à mes œuvres, aux médias et aux médias sociaux. J'ai peut-être influencé de nombreuses personnes à travers mes œuvres et les ai aidés à réaliser qu'il existe un art appelé mosaïque qui leur est présenté. Et elles ont commencé à le comprendre et à l'accepter. Le travail de l'artiste a bénéficié de l'adhésion des révolutionnaires qui ont contribué à la création d'une œuvre d'art sur la révolution. Les gens ont commencé à travailler avec moi. L'idée est que je crée une œuvre d'art sur les sit-ins et que les révolutionnaires y participent. La participation n'est pas limitée aux adultes. Les enfants peuvent également y prendre part. La martyre Seth Al-Noufour, militante soudanaise décédée lors des manifestations contre le coup d'État 2021, est aussi une mosaïque de 2 couleurs créée par l'artiste mosaïste. Sport à présent, la coupe Léon Folquet organisée par la Ligue Taekwondo de l'Estuaire a démarré ce samedi 25 février au Britannique militaire de Libreville. Une compétition qui aura pour objectif de détecter les meilleurs athlètes qui seront encadrés pour leur progression. Jeremy Ngoma. Ce sont plus de 400 athlètes qui ont foulé les tatamis du gymnase du Britannique militaire afin de participer à la coupe Léon Folquet organisée par la Ligue de Taekwondo de l'Estuaire. Des catégories de pupilles, minimes, cadets et juniors ont manifesté beaucoup d'envie et d'abnégation lors de cette compétition. Un tournoi important qui se tient sur 2 jours et dont les objectifs sont de déceler les meilleurs afin de les accompagner durant leur progression.
C'est la première édition, elle est pour les enfants. Donc nous avons ciblé une certaine catégorie de personnes, les juniors, les cadets, les benjamins et les pupilles. Donc c'est pour la première édition, c'est cette catégorie-là que nous avons tenu à mettre en scène. Ce tournoi se tient sur 2 jours et dont la dernière journée sera consacrée à la remise des récompenses. L'objectif recherché est le même que lorsque nous avons organisé Baby Winner, c'est-à-dire chercher à développer les talents, chercher une détection des talents. Et comme je le disais tantôt, Léon Folquet, qui a toujours prôné pour la nouvelle génération, pour la formation, nous avons jugé utile, n'est-ce pas, de lui rendre cet hommage-là. Au niveau des équipes nationales, il y a les équipes nationales des jeunes, donc des midimes, cadets, juniors. Et là, cette compétition va permettre à la direction technique nationale de détecter ces jeunes talents que nous avons besoin de compétitions futures. Parce qu'à l'avenir, nous aurons les Jeux africains de la jeunesse. Et ces Jeux africains de la jeunesse ont besoin des athlètes prêts. Et alors, avec cette coupe Léon Folquet, qui est dédiée aux jeunes, nous on est sûr d'avoir des athlètes aguerris qui pourront représenter le Gabon dans les futures compétitions des jeunes. Représenter le Gabon lors des différentes compétitions prochaines, tel a été l'objectif du président de la Fédération gabonaise de taekwondo de Nimbumba. Le cap a été donc fixé pour les perspectives à venir. Et voilà, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur TV+. Quant à moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.